Bonjour à tous, bienvenue d'être ici. Aujourd'hui, on va parler de modélisation et comment cartographier son SI, idéalement sans perdre le nord. Alors, cette conférence, elle m'a été inspirée d'une contribution que je voulais faire en open source durant un hackathon, où à la base, c'était basé sur un projet Spring Analyzer. Donc, c'est un starter Spring pour lancer des projets Java globalement. Il y avait une petite issue où le nom du zip ne correspondait pas au nom de l'artefact. Ça me semblait pas grand-chose. Pour un hackathon, ça me semblait plutôt pas mal. J'ai fini par arriver sur ce repo qui me semblait être la source de code du problème. Et le repo, c'était un repo assez connu qui vit pas mal, mais c'était surtout 70 millions de lignes de code. Et là, en fait, pour quelque chose qui me semblait simple, juste changer le nom du zip, il m'a fallu un bon moment d'investigation. J'ai fini par faire la pull request, mais comme vous l'allez voir, c'est qu'un seul fichier changé. Et ça m'a pris plusieurs heures. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, avec un tout petit peu de plus de documentation, je pense que ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Je serais arrivé plus vite exactement pour cibler à quel niveau était l'erreur. Et donc du coup, pourquoi modéliser les projets open source? En fait, je vais partir du principe que, d'une manière générale, le libre, c'est pour faciliter l'échange, la transparence et la collaboration. Et si on veut modéliser, c'est tout simplement pour offrir en fait une vision d'ensemble, des schémas qui vont permettre d'offrir une vision d'ensemble, qui vont faciliter l'onboarding. Donc du coup, typiquement, c'est ce que je disais, si quelqu'un arrive, on peut facilement lui indiquer où est-ce qu'il peut intervenir, réduire du coup le buzz factor, et d'une manière générale, accroître la croissance du projet. Bienvenue. En ayant en fait des schémas qui servent de support de communication pour pouvoir communiquer et potentiellement voir les couplages, identifier les couplages au niveau des composants. Je vais parler pas mal de modélisation. C'est quoi modéliser? Ici, je n'avais pas besoin de tout comprendre, c'est juste mon infrastructure de prod perso. En fait, j'ai voulu la modéliser, donc j'ai fait un schéma. Un schéma, c'est quoi? C'est globalement une modélisation essayant de représenter la réalité. Donc c'est une représentation simplifiée qui s'approche le plus possible de la réalité. On n'y est pas encore. Typiquement, ceux qui ont les yeux les plus assidus, au niveau du DNS, ça ne se passe pas exactement comme ça. J'ai voulu simplifier le nombre de flèches et du coup, j'ai voulu simplifier la réalité. Formaliser les interactions, donc là, c'est les flèches que vous voyez. Le but, c'est surtout d'avoir un contenu qui est lisible, donc à la fin d'avoir un schéma qui est lisible. Je ne prétends jamais être un artiste et avoir des choses qui sont magnifiques. Mais surtout, lisible, ça veut dire avoir un certain code couleur qui est cohérent entre vous et un bon niveau de détail. Donc, pas zoomer sur des échanges TCP si vous voulez représenter une abstraction générale. Et surtout accessible à tous. Donc là, ça va être un vocabulaire commun. Et si ce n'est pas clair, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sur du standard, au niveau des icônes, du vocabulaire, ainsi de suite, ne pas oublier à mettre une légende, tout simplement. Pour ceux qui ont fait des cours d'histoire géo, vous vous en souvenez. Rapidement, je suis Yann Mougenel, je suis architecte système chez Takima. J'ai fait quelques blogs, pages, ainsi de suite. Je viens principalement de Java, mais je pythonne sur mon temps libre. Et je collabore un petit peu, pareil, le dimanche sur certains projets. C'était Spring Analyzer dont je vous parlais, des plugins Jenkins à l'époque, et quelques projets perso Kavudeshe notamment. Et donc on va essayer de parler en fait de cartographie. Qu'est-ce qu'on veut cartographier, quand et surtout comment. Donc, comment, à la fois, on va parler des outils et on va essayer de parler également des processus et des méthodes de schéma qui peuvent vous aider. Quelle documentation? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je voudrais quand j'arrive idéalement, le meilleur des mondes, que je voudrais sur un projet open source? Souvent, en fait, pour comprendre le projet, il y a un README qui décrit le projet. Il y a dans le README souvent comment lancer le projet. Donc ça, j'ai tendance à dire que globalement, c'est assez bon. Par contre, dès que je vais vouloir contribuer, il y a le contributing.md qui va me dire en fait quelles sont les règles de conduite, les syntaxes à respecter. Mais par contre, je n'ai pas forcément d'informations, pas tout le temps, sur comment est structuré le projet. Quels sont les différents modules du projet, quels sont les différents répertoires et surtout comment interagir avec lui. C'est-à-dire que quand j'ai une API, qu'est-ce que je lui donne en entrée, qu'est-ce que je récupère en sortie par exemple. Et également, on va parler des décisions prises. Donc, quelles sont les décisions qui ont été prises au fur et à mesure du projet. Donc, je dois avoir conscience si je veux être conforme avec ces décisions-là. Premier truc, c'est quand cartographier. En fait, souvent, on dessine sur un coin de table, sur un brouillon ou au tableau pour expliquer quelque chose. J'aurais tendance à dire que le plus tôt possible, ça vaut le coup de prendre une photo, de le mettre sur Internet. Même si c'est juste sur un coin de table, ça pourra servir à d'autres personnes. Et si vous êtes motivé, on verra des outils pour remettre ça au propre et avoir une version un peu plus numérique, on va dire. Donc, ma règle un peu de 3, rule of thumb,
c'est que si vous allez vouloir cartographier, vous allez vouloir schématiser et le mettre en ligne, si globalement c'est pertinent et que ça ne vous prend pas trop de temps. Je reviendrai sur le temps juste après. Et la pertinence, en fait, la question, c'est est-ce que ça restera vrai sur le long terme? Si vous êtes en train de mettre en place une nouvelle authentification au OAuth2, par exemple, il y a de grandes chances que vous n'allez pas la changer d'ici les 5 prochaines années. Vous avez réfléchi ça sur un papier. En fait, le mettre en ligne, ça servira pour tout le monde. Et l'autre, c'est justement, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont se poser les mêmes questions? S'il y a du spécifique sur de l'OAuth2, toujours pour le même exemple, en fait, si vous êtes posé la question et que vous êtes arrivé à le schématiser, c'est peut-être qu'un nouveau contributeur va arriver et va se poser exactement les mêmes questions. Quoi cartographier? Alors, je parlais de mon infrastructure, il y a d'autres choses. Là, j'aime bien, souvent, on voit des cartographies de workflow. Donc, globalement, c'est pareil. Des schémas, des boîtes et des flèches pour représenter en fait une CI/CD de bout en bout. Une interface, là, on est sur du GraphQL pour essayer de représenter en fait GraphQL qui est une abstraction de différents endpoints. Et une gouvernance, j'ai pris Ubuntu, c'est le seul que j'ai trouvé, qui explique en fait comment est répartie la gouvernance du projet. Et ce que j'aime bien dans ces 4 exemples, c'est que c'est réellement en fait des schémas où je pense que si je prends n'importe qui dans la salle, il arrive à les lire. C'est-à-dire qu'on parlait du bon niveau de communication. Et si je prends n'importe qui dans la salle, modulo à une demi-heure, 1 heure grand max, vous êtes capable de le faire. C'est réellement, en fait, il n'y a pas une complexité, on parlait tout à l'heure de coût, il n'y a pas une complexité énorme à générer ce genre de schéma et ils sont lisibles par tous. Et donc du coup, j'ai mis d'autres exemples, je parlais de OAuth2, d'accès de CI, de CD, d'authentification. En réalité, mon bilan, c'est que d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut cartographier? Tout, absolument tout, dès que vous voyez un peu de valeur. Et maintenant, en fait, comment cartographier? La première partie, ça va être les outils. Si j'avais fait ce talk il y a une dizaine d'années, globalement, les incontournables, c'était Draw.io et maintenant ces alternatives, SkyDraw et ainsi de suite. Le principe, c'est toujours le même, c'est des outils que vous retrouvez en ligne, avec différentes licences, regardez bien. Et globalement, c'est du drag and drop, vous allez construire votre structure. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs modules, donc vous allez par avance avoir différents composants, des boîtes, et ainsi de suite, qui correspondent à votre représentation spécifique, ces 4 par exemple. Et vous faites votre infrastructure, vous faites votre schéma, vous allez exporter une image, vous le mettez dans votre readme.nd, et le piège, c'est en fait de partager également le fichier initial, c'est-à-dire que quelqu'un puisse se réapproprier votre schéma, rajouter une flèche, rajouter un champ et pouvoir le modifier. Donc il faut partager à la fois le résultat sous forme d'image, PDF, peu importe, mais également le fichier source pour que vos contributeurs puissent collaborer. Et donc du coup, de plus en plus, on va parler de living documentation, donc de documentation qui est vivante, et pour pouvoir s'assurer que la documentation est changée en permanence au fur et à mesure que le code ou votre projet change, on va vouloir implémenter en fait du documentation as code. L'idée, c'est toujours le même, mais cette fois-ci, en fait, vous allez formaliser en code, donc c'est du DSL, du YAML, ainsi de suite, la structure de vos projets, vos composants, vos interactions. Il y a une structure pour chaque outil, il y a une structure spécifique à respecter. Et une fois que vous avez fait tout ça, en fait, l'outil va vous générer les schémas qui sont associés. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment mettre votre DSL, votre YAML à côté de votre code et que le jour où votre code change, vous rajoutez un module, vous changez quelque chose, n'importe quel contributeur peut rajouter du texte dans le YAML en disant en fait l'interaction, elle n'est plus en HTTP, elle est en HTTPS. J'espère que vous étiez parti en HTTPS dès le début, mais c'est un exemple. L'incontournable au début, c'était Plant UML. Depuis, il y a Mermaid qui est arrivé et Structurizer. Et Structurizer, j'aime bien parce que c'est par Simon Brown, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le créateur de C4. Qui parmi vous connaît C4? Un petit peu, ok. 5 à 10 personnes. C4, je parlais de Simon Brown, ça a été le créateur qui a voulu globalement prendre l'UML et le simplifier en donnant des niveaux de zoom. Donc dans les années 2010, c'est sous une optique de licence libre. Et je parlais de le niveau de zoom, donc on va avoir 4 de niveau zoom. Comme vraiment sur une carte où vous allez zoomer au fur et à mesure pour avoir plus de détails, en fait le modèle C4 se veut en fait hiérarchique et visuel. Donc le premier niveau, ici j'ai pris son exemple de système de banque. Vous avez votre système de banque ici et vous comprenez rapidement que les personnes interagissent avec ce système de banque. Ce système de banque, il utilise AWS pour envoyer les emails et
il interagit avec un système core pour faire les paiements. Voilà. Ça, c'est le premier niveau, c'est vraiment la vue macro. N'importe qui est non-tech arrive à comprendre en fait les interactions. Ça fait une présentation très très big picture de votre projet. Et derrière, vous me dites, oui d'accord, mais système de banque, j'aimerais bien contribuer. Comment il fonctionne? En fait, on va zoomer dedans et on va avoir le deuxième niveau qui est le vue container. La vue container, en fait, mon moyen technique, c'est que container, c'est globalement ce que vous allez retrouver en production. C'est-à-dire que si vous faites un Docker PS ou un Podman PS, vous allez retrouver le Nginx qui livre votre front, le backend, la database, ainsi de suite. Donc on a ici zoomé sur la partie de la banque. Vous retrouvez vos composants, les buckets, les databases, ainsi de suite. Toujours avec le même système de flèches, c'est-à-dire comment on interagit. Vous pouvez mettre les protocoles, vous pouvez mettre plusieurs détails en fait, pour essayer de spécifier quand les interactions ne sont pas claires. On aborde un petit peu plus un domaine tech, mais on reste quand même sur une vision d'ensemble qui peut servir notamment pour des personnes qui opèrent d'un point de vue Ops votre infrastructure et comprennent en fait à quoi correspond et quelles sont les flèches et quels sont les networks qui sont nécessaires. Si vous voulez vraiment contribuer sur le back-end, vous êtes vraiment développeur spécifique sur le back-end, vous avez envie de modifier l'API Flask, ben en fait dans ces cas-là, on va de nouveau zoomer, on arrive sur le niveau 3, ça va être la vue composant. Composants, c'est vraiment les modules de vos systèmes. Vous allez voir les modules d'authentification, les modules de mail, et ainsi de suite. C'est vraiment, littéralement, les modules et les répertoires que vous allez retrouver dans votre code. Ben, en fait, ils sont représentés ici. Et là, on a une vue beaucoup plus micro qui cible, par exemple, les développeurs, les contributeurs notamment. Je m'arrête souvent à la vue 3 quand je modélise. Tout simplement parce que la vue 4, en fait, c'est de l'UML. Ça, vous le connaissez, on l'a tous vu en cours. On était plus ou moins fans selon les personnes. La réalité, c'est que même Simon Brown dit que généralement la vue 4, c'est la moins pertinente. Pour deux raisons. D'une part, c'est que si vous passez du temps à modéliser vos classes, en fait, il y a de grandes chances que votre code change avant vos systèmes ou vos interactions. Donc, en fait, vous aurez un schéma qui ne représente pas la réalité. Il n'y a rien de pire que ça parce que vous ne savez pas où est la valeur de vérité. Et l'autre raison, c'est que de plus en plus maintenant, n'importe quelle IDE, vous pouvez générer avec ou non un plugin ce genre de diagramme. Et donc, si jamais vous êtes perdu et vous avez besoin de ce genre de diagramme, plutôt que le faire vous-même, vous pouvez l'autogénérer facilement. Donc, je trouve juste marrant que généralement quand on parle de modélisation, la vue 4 c'est la première à laquelle on pense, alors qu'en réalité je pense que les 1, 2, 3 ont beaucoup plus de valeur pour votre projet typiquement. On parlait de modélisation en fait, de projets, de composants. Je vais essayer de parler également de modélisation de processus. Donc pareil, ce qui vient en tête en premier, c'est le diagramme de séquence. On l'a vu en cours. Globalement, les acteurs ou les composants sont mis sous forme de colonnes. Les interactions en fait sont des flèches avec à chaque fois la question et la réponse dans les appels. Et donc du coup, c'est un super outil qui nous permet de visualiser en fait qui appelle qui, quand et surtout dans quel ordre. Donc restructurer vraiment la chronologie des appels. C'est réellement un super outil. J'aurais tendance à dire que souvent pareil, c'est une vision très micro. Si vous voulez voir un échange TCP typiquement, si vous voulez rentrer dans des échanges de O2, c'est super pour avoir les détails techniques. Si jamais on veut dézoomer un petit peu et prendre un peu de recul là-dessus, il y a de grandes chances qu'en fait on perde une bonne partie des personnes s'ils n'ont pas la motivation de suivre réellement tous les flux. Et pour ça, je préfère un autre modèle qui est un peu plus macro, ça va être le BPMN, donc Business Process Model and Notation. C'est la même chose, vous retrouvez les acteurs, sauf que cette fois-ci, les acteurs, ils sont plus en colonne, ils sont en ligne. Ici, je vais trouver ça sur internet, je trouvais ça marrant, c'est une commande de pizza. Les événements déclencheurs vont être des ronds, les actions vont être des carrés, donc assez standard, les losanges du conditionnel, et les flux et les interactions, ça ne change pas, c'est toujours les interactions entre les différents éléments. Vous pouvez faire des boucles, vous pouvez faire des répétitions, vous pouvez à peu près tout faire sous BPMN, ça c'est vraiment normalisé. Là je suis resté sur du simple. Et globalement, l'avantage, je trouve, de ce genre de schéma, c'est qu'en fait, on reste sur une vision macro où pareil, vous le mettez à n'importe qui de non-tech, ils arrivent à le comprendre, ils arrivent à suivre, et ça fait une bonne entrée en matière pour comprendre un processus.
une CI typiquement, où je parlais tout à l'heure j'avais commencé mon talk sur le starter Spring. Bah, typiquement, ce genre de schéma aurait pu m'expliquer en fait à quel moment le nom du fichier zip était spécifié à tel endroit, et donc du coup j'aurais pu plus facilement rentrer dans le projet en me disant ok, c'est dans cette partie de code, ça correspond à tel processus et à telle action. Enfin, bah, en fait, on sait comment schématiser notre infrastructure, on sait comment schématiser nos process. Une chose qui va être importante, ça va être en fait de marquer les décisions qui sont prises au niveau de notre projet. Pour ça, les incontournables, c'est les ADR, donc Architecture Decision Record. Et pourquoi un ADR? En fait, c'est tout simplement pour expliquer pourquoi le projet il a été fait comme ça et pas autrement. Donc c'est vraiment l'idée d'une ADR, ça va être de structurer un choix qui a été fait en le plaçant dans son contexte. Pourquoi à ce moment-là on a fait ce choix-là et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Qu'est-ce que ça impacte pour la suite? Donc rappeler le contexte, c'est ultra important pour replacer en fait ce choix dans un historique. Et surtout, en fait, ça nous permet une mémoire technique. Donc, se souvenir pourquoi on a fait ce choix-là. S'il y a des personnes qui arrivent sur le projet, pouvoir leur expliquer sans avoir, on connaît parfois dans le libre, des débats qui reviennent en fait de façon régulière. En fait, on a tracé un instant T qu'en 2025, on allait partir sur Flask plutôt que sur Django pour telle raison. Et peut-être qu'en fait, ce choix il ne sera plus valide en 2030 parce que les deux technologies auront changé. Mais on statue en fait à une certaine date d'un choix technique qui est, avec certains participants, unanime. Donc voilà. Je parlais de quelque chose de très court. Le minimum pour moi, c'est ça. C'est un titre. Donc qu'est-ce qu'on a choisi? Une date et le contexte. Donc vraiment replacer, je disais, le choix dans une certaine timeline. La décision qui a été prise avec les participants et en présentant les alternatives. C'est-à-dire que peut-être que à ce moment-là, j'ai considéré que Flask et Django, il y avait un autre outil qui serait arrivé, qui était plus adapté et que j'avais oublié. Donc soit je ne l'ai pas oublié, je le mets vraiment comme alternative en disant bah non, j'y ai pensé, regardez. Soit je l'ai oublié, peut-être que quelqu'un dans 2-3 ans viendra dire bah, est-ce que vous avez pris en compte cette nouvelle alternative qui existe ou qui n'existait pas forcément à ce moment-là. Et on le connaît en open source parce que globalement, de plus en plus sur les gros projets, on a ces équivalents. J'aime beaucoup Python et les PEP qui proposent. Vous retrouvez exactement les mêmes choses, donc le statut, l'auteur. Et à chaque fois, en fait, tous les choix et les considérations qui ont été prises au niveau des stacks, et notamment ici, ça ne se voit pas trop, mais les idées rejetées, il y a do nothing. Parce que parfois, ne rien faire, c'est mieux que partir dans une décision qui est un peu trop active. Donc ils ont vraiment considéré toutes les solutions, et notamment la solution de ne rien faire. Ce n'est pas celle-là qui a été adoptée, mais ils l'ont pris en compte. Les ADR, il y a plein de talks que j'ai vus sur ce sujet qui sont beaucoup plus complets, qui rentrent vraiment dans les détails sur 50 minutes sur qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre et quels sont les travers. J'avais pas le temps en 25 minutes de rentrer réellement dans le détail des ADR, donc j'ai mis les ressources si jamais ça vous intéresse. Ces trois conférences qui sont réellement passionnantes. Et justement, j'ai que 20 minutes, donc on va arriver au bilan. Un petit disclaimer, j'ai conscience qu'en fait la problématique de l'open source d'une manière générale elle est plus large. C'est-à-dire qu'on a souvent cette blague en tête de XKCD qui est genre tout l'internet repose sur quelqu'un qui développe tout seul dans son coin en Nebraska ou en Alaska, je ne sais plus. La réalité c'est que c'est une blague mais ça représente quand même une réalité. Il y a des enjeux majeurs au niveau de l'open source, financiers, donc de gouvernance et également de temps. C'est-à-dire que souvent c'est des personnes qui travaillent sur leur temps libre le week-end. J'en parle pas dans cette conférence. Financier, il y a Thomas Despierres qui fait un podcast très intéressant sur ce sujet. Et gouvernance, je crois que c'était Capitole du Libre, je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Il y avait une table ronde qui était à ce sujet très intéressant également. Donc j'ai conscience qu'il y a d'autres problèmes dans le libre, plutôt il y a d'autres enjeux dans le libre que la documentation ou la cartographie. Cependant, j'ai vraiment la conviction qu'en fait, avec un tout petit peu de documentation, avec un tout petit peu de schéma, lorsqu'on juge que c'est pertinent, il y a moyen en fait de partager une vision, c'est-à-dire que rapidement construire en fait la vision qu'on a du projet et la partager avec la communauté, d'avoir un meilleur onboarding. Donc là, c'était à travers mes cas d'exemple, mais voilà, d'avoir régulièrement en fait des schémas qui permettent de ne pas avoir à réexpliquer tout à quelqu'un qui arrive. Et au final, en fait, s'il y a plus de contributeurs et on n'a pas besoin de réexpliquer, potentiellement un gain de temps justement. Et donc du coup, c'est toujours un peu la problématique où on
on est dans le rush on est dans le rush et en fait, il y a toujours plus à faire au niveau des projets. Et la réalité, c'est à ça, je réponds en fait avec des bons choix, des bons schémas et en se mettant pas trop la pression, c'est-à-dire qu'on accepte que les schémas sont itératifs parce qu'en fait, on reviendra dessus, on les peaufinera et on les complétera au fur et à mesure. Il y a moyen en fait avec de la documentation, justement, de ne pas perdre du temps mais d'en gagner. Et donc du coup, pour reprendre un peu comment comprendre le projet, je propose la vue contexte. Donc c'était vraiment la C4, la première, qui fait que dans un README, vous pouvez mettre cette image et n'importe qui arrive comprend la big picture et l'idée de réalisation de votre projet. Comment le lancer, setup, ça ne change pas. Mais comment contribuer, en fait, pour savoir comment votre projet contribue, vous pouvez avoir du C4, soit container, soit composant selon le niveau de zoom que vous voulez communiquer avec votre communauté. Et comment interagir avec lui, j'ai vu diagramme de séquence et BPMN, qui sont deux alternatives qui vous permettent d'avoir le workflow de A à Z pour votre code ou même pour votre CI. Typiquement, c'est très adapté pour une CI. Et enfin, pourquoi les décisions ont été prises, en fait, un ADR, en complément du contributing.md, un ADR vous permet d'avoir toutes ces informations-là. Ouais. Attends, je vous remercie. Et est-ce qu'il y a des questions ? Yes. J'ai pas eu le temps de noter les références. C'était avec Marek Dominiak. Les ADR ? Oui. Ouais, alors je module avec le temps de ouais, c'est ok. Ouais, donc c'est principalement des Vox, VoxD, où il y avait. J'en avais une autre, je ne l'ai pas rajoutée. Il y en avait une autre qui était Java User Group, Jug, mais voilà. Globalement, c'était 3 conférences où ils rentrent vraiment dans les détails. La question, c'était de revenir sur les choix des ADR et les ressources que je proposais. C'est vraiment 3 vidéos qui sont complètes. Je crois que les 3 font 50 minutes. Et il y a vraiment ils abordent notamment les problèmes qu'ils ont rencontrés et à quel moment en fait ça vaut le coup de faire un ADR, à quel moment ça ne vaut pas le coup de le faire et quels sont les détails qu'il faut absolument mettre. Et parfois même, ils proposent des structures et des idées de structures. Donc je trouve qu'il y a quand même un retour assez constructif là-dessus qui est assez intéressant. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Yes. Dans les outils que tu as présentés, il y a un peu un mélange entre les informations et la façon dont c'est représenté. Ouais. Est-ce que tu connais des outils qui permettraient d'écrire de l'information dans un format JSON, YAML ou autre et de le rendre de façon visuelle qui décorrélerait vraiment la partie la donnée brute qui est la cartographie et la présentation de cette donnée qui est le diagramme? Ok, donc la question, je cherchais ça en même temps. La question, c'est globalement, une fois que tu as YAML, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de rendre ce YAML cohérent et quels sont les outils qui le permettent, c'est ça ? Oui, vraiment décorréler la partie donnée de la partie représentation de la donnée. Oui, alors j'ai pas d'outils tel quel en tête. Je sais que, typiquement du Markdown, tu parlais de YAML, Markdown ou YAML, souvent en fait, maintenant de plus en plus sur n'importe quel techno, sur n'importe quel langage, tu vas trouver des outils qui arrivent à l'interpréter et te faire un rendu doc/wiki qui est assez approprié. Donc si tu pars sur YAML, sur des standards genre CSV, YAML, Markdown ou LaTeX, typiquement c'est le genre de choses où en fait j'ai pas les outils en tête, mais globalement tu trouveras forcément en fait des interpréteurs de syntaxe qui seront adaptés. La problématique que je vois à chaque fois que j'en utilise un, c'est que je trouve que quand je veux faire du spécifique, donc réellement en fait typiquement des schémas, je me retrouve limité en YAML ou je me retrouve limité là-dessus. Et pour ces outils-là, il n'y a pas forcément les plugins, par exemple le C4 pour les interpréter. Donc je prends C4 parce que j'en ai parlé. C4, tu le retrouves pour sûr dans Draw.io et dans Excalibur, c'est sûr. Creately, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Donc tu peux vraiment, si c'est l'architecture que tu as envie de schématiser, la manière de schématiser, tu vas retrouver tes petits là-dessus et tu vas pouvoir schématiser avec ça. La réalité, c'est que même si tu fais du YAML C4, je ne suis pas sûr qu'en fait il y ait des outils qui arrivent à le comprendre.
c'est en train de se démocratiser, donc j'ai envie de dire, faut regarder, et je suis preneur si vous avez la réponse et des outils clés en main qui arrivent à l'interpréter. Moi personnellement, je pars sur l'outil qu'ils ont utilisé, qui a été fait par Simon Brown justement, qui est open source, qui permet de te générer l'image à partir du YAML, et tu le mets dans une CI pour avoir l'image à la fin. Ah, c'est fini. Je peux rendre les autres questions après si vous voulez. Merci beaucoup.